10 000 familles soutenues, une armée encore sous-équipée, deux chiffres qui ne devraient pas aller ensemble. Dans un Burkina Faso ravagé par la guerre, cette équation étrange raconte pourtant une réalité où la pauvreté persiste, tandis que la cohésion des soldats se renforce à vue d'œil. Pourquoi cette tension entre manque matériel et surplus de loyauté, surtout quand Ibrahim Traoré choisit la poussière du front plutôt que le confort des palais? Et si cette cassure entre les nombres révélait la naissance d'un autre type de puissance collective? Dans un pays où chaque village peut devenir une ligne de front du jour au lendemain, la question centrale n'est plus seulement la survie militaire, mais la survie morale d'une nation entière. La promesse essentielle, offrir à ceux qui combattent un filet de dignité durable, devient ici un pivot stratégique, une garantie silencieuse qui conditionne la cohésion de l'armée et la confiance du peuple. Si cette promesse tient, elle peut transformer une armée épuisée en une force capable de résister non grâce à la technologie, mais grâce à une loyauté enracinée dans des gestes tangibles. Mais si elle se fissure, tout l'édifice social, déjà fragilisé par les pertes humaines, pourrait s'effondrer en cascade. C'est précisément là que se joue le risque majeur. Un pays en guerre ne peut se permettre de décevoir ceux qui paient le prix le plus élevé. Un seul maillon rompu, une veuve non soutenue, un soldat ignoré, un orphelin laissé dans l'ombre, suffit pour inverser la dynamique et nourrir le doute au cœur même des troupes. Le premier élément qui surprend, c'est la vitesse à laquelle un simple geste présidentiel a modifié l'équilibre moral de l'armée, alors même que plus de 10 000 familles étaient déjà frappées par la guerre. Le second, tout aussi révélateur, est que cette dynamique n'est pas née d'un renforcement matériel, mais d'un recentrage humain porté directement par Ibrahim Traoré sur les lignes les plus exposées. Lorsque le Burkina Faso approchait du point de rupture en 2022, la dégradation sécuritaire avançait plus rapidement que les réponses institutionnelles. Les villages tombaient sous les attaques terroristes, les axes routiers se fermaient progressivement et des zones entières se retrouvaient privées d'autorité étatique. À ce moment-là, l'armée, usée par les pertes et la fatigue, ne bénéficiait plus de la cohésion minimale nécessaire pour résister durablement. Les familles des soldats, souvent livrés à elles-mêmes, voyaient leur avenir se dissoudre dans l'incertitude, ce qui nourrissait un sentiment d'abandon généralisé. C'est dans ce paysage fragmenté que l'arrivée d'Ibrahim Traoré a introduit un enchaînement cause-effet rarement observé dans un contexte de guerre prolongée. Au lieu de débuter par des réformes institutionnelles complexes, il a choisi de s'ancrer physiquement sur le terrain, écoutant les soldats et identifiant les failles morales avant même de penser à la logistique. Cette inversion de priorité, placer l'humain avant le matériel, a créé un retournement subtil mais décisif. Les soldats ne se battaient plus seulement pour tenir une position, mais pour honorer un lien ravivé entre l'État et ceux qui le défendaient. Cette approche a ensuite circulé dans l'armée comme une onde de rééquilibrage. Dans les camps reculés, les discussions changeaient de tonalité. On mentionnait moins l'absence d'équipement et davantage la présence d'un président qui partageait la poussière, les risques et les contraintes du front. C'est cette chaîne simple, écoute, reconnaissance, soutien, cohésion, qui a lentement reconfiguré l'attitude des unités engagées. Dans les premiers mois suivant son arrivée, un changement discret mais palpable s'est manifesté dans les récits rapportés depuis les postes avancés. Les soldats décrivaient la présence d'un dirigeant qui ne surgissait pas pour une visite protocolaire, mais pour partager leurs conditions et écouter leurs doutes. Cette figure, témoin du terrain autant que responsable politique, a agi comme un repère moral dans une armée habituée à l'isolement institutionnel. Lors d'un déplacement dans un camp reculé, un sergent racontait comment la simple apparition du président au milieu des abris de fortune avait suffi à modifier la dynamique interne. Rien n'avait changé matériellement ce jour-là, pas de nouveaux équipements, pas d'annonce officielle. Pourtant, un effet immédiat s'était propagé. Les soldats se voyaient soudain comme des interlocuteurs légitimes, capables d'exprimer besoins, inquiétudes et propositions. Cette reconnaissance a fait office de catalyseur, rappelant que la guerre n'était pas un effort abstrait, mais un ensemble de vies humaines engagées dans une même épreuve. Un autre cas, plus intime, provenait d'un centre accueillant des blessés.
L'arrivée du président, assis parmi eux sans discours préparé, avait suscité un basculement émotionnel inattendu. Les blessés, souvent relégués à la marge dans d'autres conflits, retrouvaient un sentiment d'existence institutionnelle. Quelqu'un voyait leur douleur, leur rupture, leur perspective encore fragile. Ce moment a renforcé l'idée qu'un soldat ne cessait pas d'être utile à la nation une fois évacué du front. Ce qui émergeait de ces scènes, c'était un même fil rouge. La présence pouvait, à elle seule, restaurer un cadre de dignité. Et dans un pays fracturé, cette dignité rétablie devenait l'un des rares ancrages encore solides. Le déclencheur apparaît sans éclat médiatique. Une armée affaiblie, une population inquiète, des villages attaqués les uns après les autres. Chaque semaine, les axes routiers deviennent des corridors de danger. Les unités avancées manquent d'appui logistique. Les familles des soldats vivent dans la peur d'un appel nocturne. Ce climat instable forme la matrice du basculement. Lorsque les attaques terroristes gagnent en fréquence, une question brute traverse les garnisons. Jusqu'à quand tenir ainsi ? Les officiers, eux-mêmes épuisés, cherchent une cohérence stratégique introuvable sous les dirigeants précédents. C'est ici qu'un mouvement silencieux se met en place. Les soldats, qui ne réclament ni discours ni cérémonie, attendent uniquement un signe montrant que leur engagement n'est pas isolé. La tension monte. Le pivot arrive lorsque Ibrahim Traoré fait un choix qui tranche avec les pratiques habituelles. Plutôt que de renforcer la distance, il réduit l'écart. Il se présente sur les lignes avancées, sans escorte démesurée, sans protocole. Il écoute les soldats, il marche avec eux, et en quelques jours la perception change. Ce geste, d'apparence simple, agit comme un accélérateur moral. Le point culminant se cristallise autour de deux décisions qui bouleversent les attentes. La première, la création du fonds de solidarité pour la défense. Pour chaque soldat tombé, une promesse institutionnelle remplace le vide. Les veuves reçoivent un soutien régulier. Les orphelins accèdent à la scolarisation. Les blessés obtiennent un espace de rééducation digne. Les unités, jusque-là hantées par la peur d'être oubliées, retrouvent une colonne vertébrale. La seconde décision vient compléter l'impact de la première, la proximité permanente. À chaque déplacement, Traoré réaffirme un principe clair. Personne n'est laissé derrière. Cette cohérence entre parole et action donne naissance à une chaîne de confiance nouvelle. Les soldats rapportent une hausse de motivation. Les cadres intermédiaires observent une baisse des tensions internes. Les communautés civiles voient un État qui ne se contente plus de gouverner à distance. L'effet de réverbération commence alors à se propager hors des camps. Dans les villages, les familles perçoivent les réformes non comme une opération de communication, mais comme une transformation concrète. Dans les centres urbains, les jeunes s'intéressent de nouveau à l'armée. Les statistiques de recrutement augmentent régulièrement. Les anciens combattants, jadis marginalisés, accèdent à des formations, puis à la création de petites entreprises. Chaque élément du système, soldats, familles, civils, se met à réagir au nouvel équilibre. Même les détracteurs reconnaissent que quelque chose s'est déplacé dans la structure sociale. Les villages autrefois silencieux face à la peur expriment un regain de cohésion. Les unités opérationnelles, mieux soutenues humainement, montrent une résilience accrue. Les centres de soins militaires deviennent des lieux de reconstruction, pas de relégation. La réverbération atteint finalement la scène politique. Les élites, parfois critiques, constatent que la loyauté collective ne se décrète pas, elle se gagne, et que cette loyauté, forgée par un leadership incarné, redéfinit les rapports de force plus durablement qu'un arsenal moderne. Ainsi se déroule la trajectoire complète. Un déclencheur lié au chaos, un point culminant forgé par deux décisions structurantes, puis une onde de réverbération qui redessine progressivement l'attitude d'un pays en guerre. La ligne de base était claire. Avant les réformes, les familles de soldats tombaient dans la précarité dès qu'un décès survenait, mais après la mise en place du fonds de solidarité, plus de 10 000 familles ont reçu une allocation mensuelle. Cette progression traduit un passage brutal d'un vide institutionnel à un soutien structuré touchant tout le tissu militaire.
La seconde variation notable apparaît dans l'éducation. Plus de 5000 orphelins ont été scolarisés grâce au programme, un changement qui restaure un horizon concret pour des enfants jusque-là livrés à l'incertitude. La troisième donnée éclaire un autre pan du système. Près de 1500 anciens combattants ont ouvert une entreprise après leur réinsertion, signe que la démobilisation n'est plus synonyme de marginalisation durable. Ces trois chiffres, familles soutenues, orphelins scolarisés, anciens combattants réinsérés, décrivent une mutation qui dépasse la seule assistance financière. Ils montrent comment la présence d'Ibrahim Traoré sur le terrain a consolidé la cohérence sociale autour de l'armée. Dans un pays exposé aux attaques répétées, transformer la douleur en capacité productive constitue une bascule rare, presque contre-intuitive, mais solidement appuyée par les résultats du programme. Pour les familles, l'allocation mensuelle agit comme un filet de sécurité émotionnelle et économique. Une veuve n'est plus forcée de dépendre d'un réseau familial instable, ni de s'endetter pour survivre. Ce soutien constant brise la chaîne de vulnérabilité qui, autrefois, transformait chaque perte militaire en crise sociale supplémentaire. L'équilibre créé est fragile, certes, mais il existe, et c'est déjà un changement majeur dans un contexte de guerre prolongée. Pour les orphelins, la scolarisation gratuite ne symbolise pas seulement un geste de solidarité, elle matérialise un choix politique. Dans un pays où les infrastructures éducatives sont parfois rudimentaires, inscrire plus de 5000 enfants dans un cadre stable revient à stabiliser un futur qui aurait pu basculer vers la marginalisation. La décision reflète une volonté de reconstruire, pierre après pierre, le capital humain menacé par les conflits. Pour les anciens combattants, l'ouverture de petites entreprises marque une étape rarement anticipée dans les conflits du Sahel. Grâce aux centres de formation professionnelle et aux subventions de démarrage, ils peuvent réintégrer la société non pas comme un fardeau, mais comme des acteurs économiques. Cette dynamique crée un effet domino dans leur entourage. Famille, apprentis, communauté locale. Chaque entreprise lancée génère une microstructure de stabilité dans un environnement où chaque opportunité compte. Les centres de rééducation militaire, longtemps absents des priorités nationales, complètent cette transformation. Ils offrent aux blessés des soins physiques et psychologiques, évitant ainsi que les traumatismes ne s'installent dans la durée. Ce soutien n'est pas accessoire, il est essentiel dans un pays où le front laisse des traces profondes et durables. Les soldats qui en sortent retrouvent une dignité souvent oubliée dans les zones de conflit. Ces données, bien que limitées, révèlent une trajectoire cohérente. Elles expliquent pourquoi la confiance envers l'État a augmenté dans les garnisons et dans les villages. Elles montrent aussi que la stratégie de Traoré, centrée sur l'humain, structurée par des actes mesurables, a créé une dynamique que les équipements militaires seuls n'auraient pas pu produire. Deux positions s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer les choix opérés pendant la période la plus critique de la crise sécuritaire. La première, portée par une partie de l'élite militaire et politique, affirme que le Burkina Faso aurait dû concentrer ses ressources sur la modernisation matérielle. Selon ce courant, la technologie, les armes de pointe et l'équipement sophistiqué constituent la seule réponse viable face à des groupes armés mobiles et lourdement armés. Dans cette perspective, les programmes sociaux apparaissent comme secondaires, voire comme un détournement de moyens essentiels à la survie du pays. Leur argument central repose sur un constat simple. Sans supériorité matérielle, aucune armée ne peut tenir durablement un front dispersé. La seconde position s'appuie sur une lecture différente du terrain. La guerre qui frappe le Sahel n'est pas seulement une confrontation d'équipements, mais une épreuve prolongée de résilience humaine. Selon cette vision, améliorer l'arsenal sans restaurer la cohésion reviendrait à bâtir sur du sable. Les soldats, exposés quotidiennement aux attaques, ont besoin d'un lien clair entre leur sacrifice et la reconnaissance de l'État. C'est cette cohésion émotionnelle, disent-ils, qui détermine la ténacité des troupes lorsqu'elles manquent de renfort ou doivent tenir une position isolée. La réponse aux deux camps prend forme dans les résultats observés depuis la mise en place des réformes. Les chiffres issus du Fonds de solidarité
plus de 10 000 familles soutenues, montrent que la solidarité n'est pas un luxe, mais un stabilisateur structurel. Les 5 000 orphelins scolarisés rétablissent une continuité que la guerre menace de rompre, et les 1500 anciens combattants réinsérés démontrent que la démobilisation n'alimente plus un réservoir de frustration sociale. Ainsi, les partisans d'une approche strictement militaire sous-estiment la manière dont la loyauté, la confiance et la dignité peuvent amplifier l'efficacité opérationnelle, même en l'absence d'un arsenal moderne. Les partisans du modèle humain, eux, s'appuient sur des résultats concrets pour montrer qu'une armée soutenue psychologiquement et socialement tient mieux face à un conflit asymétrique. Une bascule inattendue apparaît. Au cœur des premières avancées des réformes, un détail souvent ignoré vient modifier la lecture générale. La cohésion accrue n'est pas née d'un programme massif, mais d'une série de gestes précis où Ibrahim Traoré s'est imposé comme présence plutôt que comme symbole. Cette nuance change tout, car elle explique pourquoi l'amélioration ne dépend pas exclusivement des moyens de l'État, mais de la crédibilité directe du leadership. Lors d'une visite dans un camp isolé, l'absence totale de protocole a créé un effet miroir sur les troupes. Un soldat racontait que le simple fait de voir le président marcher dans la poussière du Sahel, sans caméra, transformait l'atmosphère du camp. Chaque homme se sentait brusquement relié à une cause commune, plutôt qu'à une injonction hiérarchique. Cette impression, difficile à quantifier, rejaillit pourtant sur la manière dont les unités tenaient leur position. Dans les centres de rééducation, la même mécanique se répétait. Les blessés, souvent oubliés dans d'autres contextes, percevaient un changement. Leur douleur devenait visible au sommet de l'État. Ce fil émotionnel, discret mais continu, est ce qui redéfinit la dynamique militaire à ce moment charnière du récit. Les réformes engagées ne sont pas restées confinées aux garnisons. Leurs effets ont reconfiguré des segments entiers de la société burkinabé. Pour comprendre cette transformation, 4 angles s'imposent, celui des soldats selon cette perspective, des familles et civils selon cette perspective, des anciens combattants selon cette perspective, et de l'échelle nationale élargie selon cette perspective. Dans cette perspective, dans les unités, la dynamique a changé rapidement. Là où l'usure psychologique dominait, les soldats ont retrouvé une dignité concrète, soutenue par les allocations pour leurs familles et par les centres de rééducation qui ne les laissaient plus dériver dans l'oubli. Les témoignages évoquaient une atmosphère nouvelle. On parle moins du manque d'équipement et davantage du sentiment d'être considéré. La présence régulière d'Ibrahim Traoré sur le terrain a cimenté cette perception. Les troupes, réassurées par la promesse tenue que personne ne sera abandonné, ont montré une endurance renforcée dans des zones où l'État était presque absent. Cette cohésion améliorée a créé une force moins dispersée et plus résiliente face aux attaques récurrentes. Dans cette perspective, pour les familles de soldats, les réformes ont rompu un cycle ancien de précarité silencieuse. Les veuves, auparavant livrées à elles-mêmes, bénéficient désormais d'un filet financier leur permettant de maintenir un semblant de stabilité. Les orphelins scolarisés, plus de 5000, représentent une rupture profonde avec la fatalité sociale liée à la guerre. Dans les villes comme dans les villages, cette politique a ravivé la confiance envers les institutions, montrant que la solidarité n'était pas une promesse abstraite, mais un mécanisme réel. Pour les civils, cette cohérence entre parole et action a servi de point d'ancrage dans une période où la confiance envers l'État avait atteint un niveau critique. Dans cette perspective, avant les réformes, la démobilisation signifiait souvent marginalisation. Avec les centres de formation professionnelle, les subventions de démarrage et la possibilité d'ouvrir de petites entreprises, près de 1500 déjà actives, la trajectoire d'après-guerre a été réinventée. Ces anciens soldats, devenus artisans, agriculteurs ou mécaniciens, participent désormais à une économie locale revitalisée. Cette dynamique n'est pas seulement économique, elle offre un héritage social, montrant que servir la nation ne conduit plus fatalement à l'exclusion. Les communautés voient dans cette transition un exemple de résilience, et dans la démarche de Traoré, un engagement qui dépasse le cadre strictement militaire. Dans cette perspective, à l'échelle du pays, l'effet s'étend au-delà des statistiques. L'armée
autrefois perçu comme un instrument éloigné de la société civile, redevient un corps intégré, respecté, parfois même admiré. Le moral collectif se renforce, renforçant par ricochet la position stratégique du Burkina Faso dans un Sahel fragmenté. La perception internationale reste divisée, mais en interne, une vérité s'impose. L'approche centrée sur la dignité humaine produit une stabilité émotionnelle que la seule modernisation militaire n'aurait pu atteindre. Dans ce cadre renouvelé, Ibrahim Traoré devient non seulement un dirigeant, mais un vecteur de cohésion nationale. Dans l'année à venir, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dépendant du maintien des réformes, de la cohésion militaire et de la capacité du pays à absorber les tensions internes. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils décrivent des chemins conditionnels, ouverts ou fragilisés selon les décisions prises dans les prochains mois. Dans cette perspective, dans cette voie, les réformes sociales continuent de fonctionner à un rythme constant. Les allocations destinées aux familles de soldats se maintiennent, les programmes de réinsertion poursuivent leur déploiement et les centres de rééducation restent opérationnels. L'armée, encore limitée en équipement, capitalise sur sa cohésion retrouvée pour contenir les attaques. Les villages gagnent de petites zones de stabilité sans pour autant inverser totalement la dynamique sécuritaire. Ce scénario repose sur une discipline institutionnelle, maintenir les engagements sans les diluer. La confiance reste présente, mais exige un entretien permanent. Dans cette perspective, ici, les réformes déjà engagées produisent un effet domino plus vaste. Les jeunes, encouragés par les exemples de réinsertion réussis et par l'image renouvelée du soldat citoyen, rejoignent massivement les centres de formation. Les communautés, rassurées par la continuité du soutien aux familles, participent elles-mêmes à des initiatives locales. Les résultats visibles attirent l'attention des voisins de la région sahélienne, qui observent une forme de gouvernance fondée sur la dignité plutôt que sur la force brute. Dans cette configuration, la présence fréquente d'Ibrahim Traoré sur le terrain devient un élément diplomatique inattendu, transformant son leadership en référence régionale. Le pays ne sort pas totalement du conflit, mais gagne une position morale et stratégique qui renforce son unité. Dans cette perspective, dans cette hypothèse, les pressions cumulées, intensification des attaques, tensions politiques, fatigue institutionnelle, finissent par éroder la cohésion construite récemment. Les soutiens financiers connaissent des retards, les centres de réinsertion perdent leur capacité d'accueil et les familles touchées par la guerre ressentent de nouveau un sentiment d'abandon. Les soldats, malgré leurs efforts, voient le lien avec l'État s'affaiblir, ce qui peut fissurer le moral dans les zones les plus exposées. La fragmentation sociale réapparaît, réduisant l'impact des réformes et réactivant les faiblesses anciennes. Au-delà de ces 3 trajectoires, une recommandation essentielle demeure, raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. Les 6 à 12 prochains mois dépendront moins de la force brute que de la cohérence avec laquelle les engagements humains seront maintenus. Dans toute transformation nationale, il existe un moment où les enjeux collectifs rejoignent les préoccupations individuelles. Les réformes engagées autour de l'armée et des familles touchent désormais 3 groupes clés. Ceux qui observent la guerre de loin, groupe A, ceux qui en vivent les effets quotidiens, groupe B, et ceux qui hésitent encore à comprendre ce que ces changements impliquent pour leur propre avenir, groupe C. Dans cette perspective, pour ceux vivant dans les centres urbains relativement sécurisés, les réformes rappellent que la stabilité qu'ils perçoivent dépend du lien invisible entre l'État et ses soldats. À mesure que les familles de militaires reçoivent un soutien structuré et que les orphelins accèdent à l'éducation, cette part de la population réalise que la guerre ne se résume pas aux chiffres des communiqués officiels. Ce qu'ils voient désormais, c'est un pays qui tente d'éviter que la souffrance ne se propage par cercles concentriques. Dans cette perspective, pour celles et ceux qui ont connu la perte ou la blessure d'un proche, l'impact est immédiat. Les aides financières et les centres de rééducation ne sont pas seulement des mesures techniques, ce sont des réponses adressées à une douleur intime. Elles offrent la possibilité de respirer dans un environnement où chaque jour pouvait autrefois annoncer un effondrement. Ce groupe ressent concrètement la valeur d'une politique centrée sur la dignité humaine. Dans cette perspective, ceux qui hésitent encore à s'engager dans une voie
militaires, professionnels ou communautaires, observent la cohérence nouvelle entre promesses et réalité. Voir des anciens combattants se réinventer ou des enfants autrefois fragilisés retourner à l'école crée un miroir qui redéfinit leurs propres options futures. Cette catégorie, souvent silencieuse, trouve dans la continuité des réformes une raison de croire qu'un rôle leur appartient dans la reconstruction du pays. Ces trajectoires individuelles rappellent que la stabilité nationale commence toujours par des vies concrètes. Pour garantir la continuité des réformes et éviter qu'elles ne s'effritent sous la pression du conflit, une feuille de route structurée s'impose. Elle peut s'articuler en 4 étapes, chacune alignée sur les engagements déjà posés par Ibrahim Traoré et mesurables sans recourir à de nouveaux éléments extérieurs. Dans cette perspective, l'objectif est de maintenir la régularité des allocations destinées aux veuves et orphelins. Les administrations locales doivent vérifier chaque trimestre la distribution des aides afin de garantir qu'aucune famille ne soit écartée. L'indicateur essentiel, la continuité sans rupture des versements. Dans cette perspective, les centres existants doivent être soutenus par des équipes médicales et psychologiques réparties sur tout le territoire. La mesure clé consiste à suivre le nombre de blessés recevant des soins complets chaque mois. Cette étape stabilise le moral des troupes et transforme la prise en charge en pilier durable. Dans cette perspective, les anciens combattants doivent bénéficier d'un accompagnement vers la création d'entreprises ou l'intégration professionnelle. Le critère d'impact, le nombre de projets lancés ou de reconversions réussies au cours de chaque semestre. Cela renforce la cohésion sociale autour des communautés locales. Dans cette perspective, la présence régulière d'Ibrahim Traoré sur les postes avancés reste un moteur de confiance. Des visites programmées, même espacées, servent d'indicateurs symboliques puissants. Elles montrent que la proximité n'est pas un événement ponctuel, mais une ligne de conduite. En combinant ces 4 étapes, le pays ancre les réformes non dans l'intention, mais dans une progression mesurable, capable de résister aux secousses du contexte sécuritaire. Au moment de refermer ce parcours, une image revient avec insistance, celle d'un dirigeant debout entre des abris de fortune, non comme une autorité distante, mais comme un témoin du terrain partageant la même poussière que ses soldats. Cette scène, aperçue dans un camp reculé, n'a rien d'un symbole fabriqué. Elle incarne l'idée que la force d'un pays peut surgir d'un simple geste de présence. Dans un contexte où tant d'États se perdent dans le protocole et la verticalité, Ibrahim Traoré a choisi une voie qui surprend par sa sobriété. Marcher, écouter, rester. Cette constance, plus que n'importe quel discours, a redonné une colonne vertébrale émotionnelle à des hommes et des familles qui vivaient au bord de la rupture. Elle a montré qu'un pays peut tenir, même dans la tourmente, lorsque ceux qui portent la responsabilité acceptent d'être proches de ceux qui en supportent le prix. Ce fil, tendu entre le terrain et la présidence, ne prétend pas résoudre la guerre. Il rappelle seulement que la dignité n'est jamais perdue tant qu'elle est reconnue. Et c'est parfois ainsi qu'un pays retrouve son souffle. Dans un pays où chaque geste de solidarité peut devenir un acte de résistance, l'élan collectif qui s'est formé autour des réformes rappelle que la reconstruction ne repose jamais sur une seule figure, mais sur une multitude de voix qui acceptent de se répondre. Les initiatives en faveur des familles, des blessés et des anciens combattants ont ouvert un espace nouveau, celui où chaque citoyen peut contribuer, même modestement, à une dynamique de stabilité. Soutenir ces trajectoires, c'est renforcer le fil invisible qui relie les villages isolés aux centres urbains, les jeunes hésitants aux anciens revenus à la vie civile, les soldats du front aux familles qui les attendent. C'est une manière de dire que la guerre ne pourra jamais éteindre ce qui se construit patiemment dans les marges, la dignité, la cohésion, la volonté de tenir ensemble. Si cette histoire résonne avec vos préoccupations, engagez-vous dans la discussion. Partagez ce que vous en retenez, transmettez vos questions, vos doutes, vos intuitions. Chaque échange contribue à étendre ce cercle de compréhension et de solidarité qui façonne déjà le futur du Burkina Faso.